Cette semaine dans Afrique, nous nous concentrerons sur le procès d'un djihadiste malien présumé accusé de la destruction de mausolées à Tombouctou. Nous irons ensuite en Afrique du Sud où d'anciens membres de gangs criminels servent de médiateurs dans les conflits d'un quartier du Cap. Enfin, nous verrons comment des domaines vinicoles égyptiens tentent d'introduire leur vin des pharaons sur le marché international. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Les villes de Beni et Butembo, à l'est de la République démocratique du Congo, sont sous couvre-feu depuis jeudi. La veille, les forces de l'ordre avaient violemment réprimé les manifestations antigouvernementales. Un jeune manifestant est mort à Beni sous les balles d'un policier. La population protestait contre l'inaction du gouvernement face au massacre de civils qui sévissent dans la région. Le gouvernement congolais attribue les tueries aux rebelles ougandais, mais selon des experts, des soldats de l'armée régulière seraient également impliqués. Lundi, le président Salva Kiir a finalement affirmé ne pas être opposé au déploiement de 4000 casques bleus supplémentaires au Soudan du Sud, tout en réclamant davantage de discussions préalables. L'ONU a menacé entre autres d'imposer un embargo sur les armes si le gouvernement sud-soudanais bloquait ce déploiement, décidé après les combats meurtriers de Juba en juillet entre forces gouvernementales et ex-rebelles. Suite à ces affrontements, l'ex-rebelle et ancien vice-président Riek Machar avait quitté le Soudan du Sud. Il se trouverait actuellement en République démocratique du Congo. Boko Haram a diffusé dimanche dernier une vidéo de jeunes filles présentées comme des lycéennes enlevées en avril 2014 à Chibok, dans le nord-est du Nigeria. Le groupe djihadiste a affirmé que certaines étaient encore vivantes et a appelé le gouvernement nigérien à libérer ces combattants détenus en prison. Le père d'une des 218 adolescentes dit avoir reconnu sa fille dans la vidéo. Après la divulgation de ces images, des membres du mouvement Bring Back Our Girls ont réagi avec colère, estimant que le gouvernement nigérian n'avait rien fait pour libérer les filles de Chibok. Une personne a été tuée et plusieurs blessés dans de violents affrontements avec les forces de l'ordre mercredi à Bamako. Des jeunes manifestaient contre l'arrestation du chroniqueur malien Mohamed Youssouf Batili, auteur de chroniques acerbes contre le gouvernement. Mohamed Youssouf Batili était poursuivi pour ses déclarations considérées comme offense à la pudeur et atteinte au sentiment national. Il a finalement été libéré jeudi soir. Des centaines de Zambiens ont fêté la victoire du président sortant Edgar Lungu mardi dans les rues de la capitale Lusaka. Hakainde Hichilema, le principal opposant accrédité de 47,6% des voix, a déclaré qu'il allait contester le résultat devant les tribunaux. Il a assuré avoir les preuves de la manipulation des chiffres. Candidat pour le Parti uni pour le développement national, il avait commencé à crier à la fraude avant même l'annonce des résultats. Un djihadiste malien présumé comparaît devant la Cour pénale internationale pour la destruction de mausolées à Tombouctou. La scène se déroule à Tombouctou en 2012. Des groupes proches d'Al-Qaïda détruisent 14 mausolées datant des 15e et 16e siècles, l'âge d'or de cette ville aux portes du désert. Aujourd'hui, l'homme accusé d'avoir commandité ces attaques est jugé devant la Cour pénale internationale. Je comprends les charges qui pèsent contre moi. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi devrait plaider coupable de crimes de guerre pour la destruction de ce site appartenant au patrimoine mondial de l'humanité. C'est le premier djihadiste présumé présenté devant la CPI et le premier grand procès lié au conflit malien. C'est la première fois que cette cour peut défendre le patrimoine culturel d'une communauté, lui reconnaître sa véritable importance et contribuer à lutter contre le fleu qui le touche et qui est trop souvent le prélude aux pires exactions contre les populations. Depuis, l'UNESCO et le gouvernement malien ont commencé à reconstruire les tombeaux de Tombouctou. Ils s'appuient pour cela sur les ruines existantes et des photos des mausolées. Ça, c'est déjà une première base d'information. Nous avons des informations à recueillir auprès des populations, auprès de la mission culturelle, auprès de la DNPC, pour avoir les anciennes photos, les documentations auprès des historiens qui sont ici à Tombouctou. Mais pour l'accusation, l'enjeu va bien au-delà des murs et des pierres. Il dénonce une attaque contre des identités, des croyances et surtout contre l'histoire. La culpabilité d'Al-Mahdi pourrait établir un précédent. Pour autant, peu de chances que cela n'affecte les djihadistes qui agissent en Irak ou en Syrie. Ces pays ne reconnaissent pas l'autorité de la CPI.
Hanover Park, ces arbres, ces petites résidences et ces gangs de criminels. Dans ce petit quartier de Cape Town où vivent 45 000 habitants, près de 80 personnes meurent chaque année dans les violences entre gangs rivaux. Il y a déjà eu 2 morts par balle aujourd'hui et il n'est que 3 heures. Une ONG locale, Ceasefire, tente de rentrer en contact avec ces bandes organisées. Inspirée d'un projet similaire développé à Chicago, cette initiative a été lancée il y a 6 ans. Elle emploie d'anciens membres de gangs comme Nylon Peterson pour servir de médiateur. Avant de lancer une attaque, le chef du groupe vient me parler et on essaie de trouver un moyen pour éviter les violences. Financé par la ville de Cape Town, Ceasefire dispose d'un équipement spécialisé, d'une application qui géolocalise les fusillades en temps réel. Une aide précieuse pour les médiateurs qui, de leur côté, essayent de tisser des liens avec les membres des gangs. D'après les données collectées par les équipes sur le terrain, le taux de criminalité aurait baissé de 26% dans le quartier l'an dernier. Il n'existe pas une réponse unique à la violence des gangs. Ceasefire est l'un des moyens mis en place pour essayer de parler avec les membres au sein de ces groupes. Et quel meilleur moyen pour cela que des gens qui viennent de ce système, qui ont des connexions et une certaine crédibilité dans le milieu. Ils peuvent parler avec ceux que la ville n'arrive pas à atteindre. Malgré ses bonnes intentions, le projet Ceasefire n'est pas épargné par les critiques. Certains hommes politiques locaux dénoncent les liens ainsi créés avec les chefs des gangs et craignent une forme de légitimation de leur activité criminelle. Sous un soleil de plomb, ces hommes et femmes cueillent des grappes de merlot utilisées pour fabriquer le vin des pharaons. Ce vignoble se situe dans la vallée du Nil, en Égypte, où pourtant l'islam est religion d'État. Mais depuis le début des années 2000, 2 vignobles se sont lancés un pari fou, ressusciter la viticulture égyptienne. Tout ça, ce sont des essais, jusqu'à ce que nous devenions véritablement un pays producteur de vin. On doit planter des vignes dans différents endroits, avec différents types de raisins, pour que nous puissions définir quel type de vigne planter selon les endroits. Les pharaons pratiquaient la viticulture 3000 ans avant notre ère. Elle s'est également développée sous la colonisation britannique avant de presque disparaître après le coup d'État de Nasser en 1952. Aujourd'hui, on trouve une dizaine de vins rouges, blancs ou rosés sur le marché, dont certains sont primés à l'international. Il a fallu s'adapter un petit peu aux conditions climatiques sévères extrêmes. Donc nous avons développé des systèmes d'irrigation tout à fait spéciaux. Nous avons des systèmes d'humidité qui mesurent donc tous les jours l'humidité du sol, l'humidité de la plante. Le renouveau du vin égyptien est une bonne nouvelle pour les restaurants du Caire. Dans cette société conservatrice, l'alcool est souvent vu d'un mauvais œil et des droits de douane de 3000% rendent impossible l'importation de vins étrangers. On nous avait dit qu'il y avait soit le vin mot de tête, soit le vin passable, mais qu'il n'y avait pas de bon vin. Maintenant, je pense qu'il y a du vin de bonne qualité. Il y a toujours le vin mot de tête, mais il y a aussi du très bon vin, comparable avec la plupart des vins internationaux. Cette industrie de niche ne concurrence pas encore les poids lourds occidentaux, ni même de la région. Mais les gérants des nouveaux domaines égyptiens comptent rapidement se positionner sur les marchés asiatiques. Après 10 ans à la tête de la Fédération sud-africaine de rugby, Oregano Skins a démissionné mercredi. Son successeur devra notamment tenir l'engagement pris par la fédération sur demande du gouvernement d'intégrer davantage de joueurs noirs dans l'équipe des Springboks. Bien que très fortement majoritaires dans le pays, les Noirs sont sous-représentés dans la sélection de rugby sud-africaine. La semaine prochaine, nous rencontrerons des propriétaires de poneys Basotho et de pur sang au Lesotho, pour qui gagner est une question d'honneur, mais aussi l'occasion de faire des gains financiers. À la semaine prochaine.